t'as envie de passer de 25% à 10% de body fat pour au moins une fois dans ta vie, avoir un physique bien sec et voir ce que ça fait d'avoir des abdos bien tracés et des veines sur à peu près toutes les parties du corps, alors t'es sur la bonne vidéo parce que c'est exactement ce qu'on va voir dans les 15 prochaines minutes. Déjà, la première chose à comprendre, c'est que c'est pas une belle ligne droite et c'est pour ça que 90% des gens échouent dans cet objectif-là, parce qu'ils se disent tiens, j'attaque juste mon déficit, je baisse mes calories, j'augmente mes pas à fond et puis on va voir ce qui se passe. Dans quelques semaines, je serai sûrement à 10% de body fat. Donc on va voir 3 étapes. Premièrement, comment bien préparer son corps en déficit, faire en sorte que le métabolisme tourne bien, que tu sois dans les meilleures conditions possibles pour arriver plus rapidement au résultat, mais surtout vivre mieux le processus. Deuxièmement, on va vraiment se concentrer sur la partie qu'est-ce qu'il faut mettre en place, sur l'alimentation, sur le cardio, sur les pas, sur l'entraînement. Je vais vraiment essayer de vous apporter un maximum de détails sur tout ce qui va faire la différence. Et troisième étape, on va voir ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir garder un physique sec. Alors déjà, premièrement, pour le point de départ, il va y avoir plusieurs choses à comprendre. La première chose à comprendre, c'est que souvent on est plus gras qu'on pense. Donc si tu te dis, là je vais prendre 8 semaines pour perdre, je sais pas, 8 kilos et je vais être bien sec, honnêtement tu peux quasiment doubler ça. Tu auras probablement 16 kilos à perdre pour vraiment être bien sec, et puis il te faudra probablement 16 semaines, voire un petit peu plus. Ça c'est la première chose. Donc c'est pas pour décourager, mais c'est simplement pour vraiment comprendre que il faut perdre plus de poids qu'on croit, donc il vaut mieux prendre le temps de le faire pour pas se retrouver, on va dire en stress, ou pas se retrouver à un moment donné, on va dire tiens bah là je m'étais fixé une date, j'ai plus le temps, je vais augmenter l'ampleur du déficit et ça peut vite tout faire capoter. Donc déjà prendre le temps de mettre les choses en place. La deuxième chose à comprendre, c'est de ne pas démarrer directement en déficit. Pour la plupart des gens que j'accompagne, en fait ils arrivent à ce stade où ils sont souvent relativement autour d'une certaine maintenance. Donc ça s'applique pas si tu sors vraiment une grosse phase de prise de masse et que tu as 4000 calories et que tu les as bien traquées. C'est plutôt pour les personnes qui sont un peu voilà, dans cette phase de pseudo-maintenance. En même temps, ils ne traquent pas forcément hyper assidûment les calories et ils veulent directement perdre du gras. En fait, la problématique que je vois souvent, c'est que si on attaque directement dans ce cas-là le déficit, on va se retrouver à rapidement être assez bas en calories, être assez haut en fatigue, parce qu'on n'a pas d'abord travaillé sur certaines fondations importantes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va avoir plusieurs éléments sur lesquels on va pouvoir jouer. Déjà, la première chose que j'aime bien faire, c'est de dire, ok, la première phase, elle va être dédiée à bricoler la meilleure voiture possible, créer le meilleur moteur possible. Et pour ça, on va faire plusieurs choses. Donc on va essayer de trouver la vraie maintenance, parce que la maintenance, c'est une fourchette de calories, c'est pas un nombre pile poil exact. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on peut arriver à augmenter les calories sans que le poids il augmente, parce qu'en fait, on va avoir plus de dépenses au quotidien sans même s'en rendre compte, plus d'énergie à la salle. Si en plus de ça, on organise mieux les macronutriments, donc on les répartit mieux entre protéines, glucides, lipides, on va avoir des effets encore décuplés, parce que si on place les glucides intelligemment autour de la séance, qu'en plus de ça, on a les protéines suffisamment hautes, les protéines ont un effet thermique intéressant sur le corps et elles demandent plus d'énergie que les autres macros à être digérés. En fait, c'est plein de petites choses comme ça qui fait que on peut arriver à augmenter les calories et ne pas prendre de gras, même des fois arriver à en perdre un petit peu. Donc c'est vraiment la première chose à mettre en place, trouver sa phase de maintenance haute. La deuxième chose, ça c'est le truc un peu barbant que les gens n'ont pas forcément envie de faire, mais c'est très honnêtement ce qui fait absolument toute la différence, c'est déjà créer des routines et des protocoles de gestion du sommeil et du stress. Il y a l'étude un peu que tout le monde connaît où ils ont pris certains participants, ils ont comparé les résultats en termes de perte de gras et de prise de muscle entre, il me semble que c'était entre 8 heures et 5h30 de sommeil, et c'était du simple au double. Donc les gens qui avaient 8 heures de sommeil perdaient 2 fois plus de gras et perdaient beaucoup moins de masse musculaire. Et après il y a tout l'aspect gestion du stress. Pareil, ça c'est une chose où c'est peut-être un des trucs les plus difficiles du 21e siècle malheureusement, mais si tu es dans une phase où tu es hyper stressé et que tu fais rien pour un peu jouer sur ce stress-là, que tu as un discours mental constamment négatif, que tu es constamment en train de te rabaisser, constamment en train de subir ton quotidien, bah, bon courage pour te donner à fond à la salle, faire des bonnes nuits de sommeil et avoir un corps qui récupère bien des séances et qui te permet, on va dire, de perdre du gras et d'atteindre tes objectifs. Donc c'est pour ça que sommeil et stress, c'est vraiment des choses extrêmement importantes à pouvoir gérer avant même d'attaquer un déficit. Et la troisième chose, c'est plutôt sur les séances. Un peu en rapport avec le sommeil et le stress finalement, les séances vont engendrer un certain stimulus sur tes groupes musculaires, mais aussi une certaine fatigue. Et je récupère pas mal de gens qui sont à un stade où ils se sont fait bousiller par les réseaux sociaux. Ils ont des fois des séances qui sont beaucoup trop costauds en termes de volume, avec des exos qui sont très demandeurs sur le système nerveux. En plus de ça, les techniques d'exécution sont
pas forcément correcte, donc beaucoup de compensation, ils arrivent à bouger plus de charge, mais au final, vu qu'ils utilisent plus de parties du corps, ça crée encore plus de fatigue et pas forcément plus de stimulus. Donc l'idée même avant de partir, c'est de dire ok, on regarde les séances, quels sont tes objectifs, quels sont les mouvements, les exécutions importantes à pouvoir maîtriser, quelles sont les priorités à la salle, quelles sont les priorités, et est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte de respecter ces priorités tout en minimisant la fatigue que ça va engendrer sur ton corps. Donc imagine déjà la différence de partir directement en déficit, fatigué, stressé avec des séances hyper costaud en termes de demande énergétique, versus partir d'un état où tu as 400 calories de plus en commençant ton déficit, tu as la patate, ton sommeil est bien plus récupérateur, tu as beaucoup moins de stress, et en plus de ça, tes séances sont bien plus agréables et t'en sors pas complètement rincé. Alors déjà ça fait toute la différence. Ok, maintenant deuxième chose, comment est-ce qu'on met en place vraiment ce déficit pour faire en sorte de garder un maximum de masse musculaire, voire de continuer à en prendre idéalement, d'avoir un maximum d'énergie au quotidien, pour faire en sorte que le processus soit agréable. Et ce dont on va parler aussi dans cette partie, c'est comment mêler le plaisir au résultat. Parce que je pense que personne qui va regarder cette vidéo a spécialement envie de faire une phase de déficit à base de riz poulet, haricots verts, sans jamais profiter un petit peu des bons repas, moi y compris. Donc, c'est ce qu'on va voir. Alors, pour la mise en place du déficit, on peut choisir d'avoir un déficit qui est relativement peu agressif ou un déficit qui est assez agressif. Ce qu'il faut se dire, c'est que plus vous allez avoir un déficit agressif, moins vous allez y passer de temps, mais plus il faudra être sérieux sur les autres variables pour que ça puisse bien se passer. Si vous choisissez un déficit plus modéré, vous allez peut-être perdre du poids un peu moins vite, mais ça peut rendre le quotidien aussi un petit peu plus agréable. L'idée, c'est de se dire, ok, quel est le choix que je préfère faire, tout simplement. Donc à partir de là, c'est ce qui va déterminer l'ampleur du déficit que vous allez pouvoir choisir. Moi, je sais que pour la plupart des gens que j'accompagne, qui ont des rythmes de vie qui sont déjà chargés, qui sont déjà vraiment costauds, sont plus souvent partants pour dire on va y aller de manière peut-être un peu plus modérée, mais je veux quand même avoir vraiment la patate au quotidien. Voilà, j'ai pas envie de me retrouver dans des états où j'ai trop faim, où je suis vraiment trop fatigué, ce qui pourrait arriver plus facilement avec un déficit agressif. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais ça peut arriver plus facilement. Vous avez un déficit de 800 calories par exemple, vous faites une nuit de sommeil en plus un peu mauvaise là-dessus, vous avez un petit stress au boulot, le cumul des tout, je peux vous dire que le chou à la crème, ils vont être tentants après. Alors que bon, un déficit un peu plus modéré, ça limite un petit peu ces effets négatifs-là. Ça, c'est pour le déficit. Vous voyez, finalement, c'est pas forcément le plus important. Pour la répartition des macronutriments, glucides, protéines, lipides. Déjà, le truc le plus important, ça va être les protéines, parce qu'on veut continuer à progresser musculairement dans un monde idéal. Une fois que vous arrivez, vous êtes vraiment sec, ça va être difficile de continuer de prendre du muscle, honnêtement, mais il faut toujours avoir cet objectif-là. 2 grammes par kilo de poids de corps, c'est vraiment une très bonne base. J'ai déjà expérimenté avec un petit peu plus et je trouve ça intéressant. Ça va dépendre en fait aussi de votre niveau de calories total, de vos besoins total, je sais pas. Ça va dépendre aussi de ça. Par exemple, quelqu'un qui a des besoins énergétiques relativement bas, ou en tout cas qui doit descendre bas en calories pour vraiment atteindre un bon niveau de sèche, je vais peut-être être un peu plus conservateur sur les protéines pour qu'il ait un peu plus de glucides. Par contre, quelqu'un qui a un métabolisme qui tourne à 4000 ou qui a déjà une grosse masse musculaire, voilà, on sait qu'on peut avoir même un peu plus que 2 grammes par kilo de protéines et on aura quand même des glucides suffisamment hauts. Donc ça dépend un petit peu du contexte, mais généralement 2 grammes par kilo de protéines c'est top. Pour les lipides, j'aime bien partir sur ce qu'on peut appeler le minimum vital, 0,8 grammes par kilo de poids de corps, simplement parce que ça laisse un peu plus de marge pour les glucides et en déficit, c'est vraiment hyper important d'en avoir suffisamment de ces glucides-là pour avoir la patate à l'entraînement et pour avoir une bonne récupération aussi. Et puis en plus, on sait que voilà, même si les lipides ils sont bas pendant quelques semaines, on va pas mourir. C'est pas comme si on était à 30 grammes de lipides pendant 6 mois. Si c'est relativement temporaire comme phase, les lipides, on peut les descendre à 0,8 grammes par kilo de poids de corps sans aucun problème. Donc maintenant qu'on a déjà une bonne idée sur le déficit et sur les macronutriments, on va voir un petit peu le timing de ces nutriments-là. L'idée sur les protéines, c'est de les répartir dans la journée. C'est pas très compliqué. Un des points quand même importants sur le timing des nutriments, ça va être autour du jeûne intermittent, parce que c'est quand même une méthode qui est très intéressante et que j'utilise beaucoup. La répartition des protéines, j'aime bien en général l'avoir entre 3 et 5 repas environ. Mais ça dépend surtout du nombre de repas qui est le plus facilement faisable pour la personne. Donc soit on va avoir petit-déj, collation, déjeuner, collation, dîner par exemple. Dans un format jeûne intermittent, ce serait peut-être juste déjeuner, collation, dîner, potentiellement petit dessert devant la télé avec du skier en dernière collation. Mais sinon, voilà, entre 3 et 5 repas, c'est déjà une excellente base. Le jeûne intermittent, il est vraiment intéressant, surtout dans le cas de figure où vous avez du mal à avoir
un sommeil suffisant. Donc gagner 20 minutes le matin à ne pas devoir préparer le petit-déj et manger, c'est intéressant. Si vous êtes dans un cas de figure où vous avez souvent très faim le soir et que ça rend la diète difficile à tenir, pas de repas le matin, un bon café qui coupe un peu l'appétit et plus de calories le soir, là ça marche souvent vraiment bien. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc ensuite, maintenant qu'on sait que voilà, il nous faut entre 3 et 5 repas, comment est-ce qu'on peut organiser les autres macronutriments dans la journée? L'idée, ça va être de dire surtout les glucides, on ne veut pas les utiliser dans le vide. Alors, si vous avez au total de glucides sur la journée, on va dire que c'est le plus important, mais on peut quand même aller plus loin que ça. Et moi, quelque chose qui a tout changé dans ma dernière sèche, c'était de dire j'ai vraiment mes glucides autour de l'entraînement et surtout en intra et post-workout. Le problème que j'avais avec le pré-workout durant mes précédentes sèches, c'est que j'avais cumulé à la caféine ce pic de glucides dans le corps, les 30 premières minutes de séance méga productives, et boum, ensuite ça redescend, et la fin de séance c'est un calvaire, surtout poussé dans la sèche. Quand j'avais peu de glucides avant la séance, la glycémie restait assez stable, j'avais les glucides qui arrivaient au fur et à mesure avec l'intra-workout, la séance était productive jusqu'au bout, moins de sensation de fatigue, des meilleures perfs, et ensuite, post-workout, quand les muscles sont bien réceptifs aux glucides, quand toutes les réactions liées à l'insuline ont été mises en place par l'entraînement, là j'envoie vraiment la plus grosse dose de la journée en termes de glucides, et c'est bénéfique pour la récupération. Est-ce que ça va faire un monde de différence? Probablement pas. Est-ce que ça va faire une différence? Probablement quand même. Et le dernier aspect qui fait partie des aspects extrêmement sous-cotés, dont je parlais surtout au début en termes de pousser le curseur vers la récupération, c'est la micronutrition. Quand on parle de diète de sèche, bodybuilder par exemple, à quoi est-ce que vous pensez dès le début? Poulet, whey, riz, crème de riz, haricots verts. Ok, ça c'est top, mais par contre vous avez très peu de vitamines et de minéraux dedans. Donc tout ce qui est vitamine A, tout ce qui est vitamine C, tout ce qui est zinc, magnésium et compagnie. Quand vous entraînez dur et quand vous arrivez à un bon niveau de sèche, en plus les besoins peuvent augmenter, surtout avec l'entraînement intense. Donc si vous êtes déjà en déficit au niveau des calories, en plus que vous créez un déficit au niveau des nutriments, bah là c'est la galère assurée. Honnêtement, c'est la galère assurée. Parce que vous avez plus d'énergie au quotidien, le sommeil devient pourri. Il ne faut pas oublier que ces nutriments-là sont aussi importants pour la gestion de différents processus dans le corps, comme la gestion du stress et par exemple du cortisol. Donc si vous n'avez pas ces nutriments-là, c'est la galère, il n'y a pas d'autre mot. Donc juste le fait de se dire, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour maximiser mes nutriments, mes vitamines, mes minéraux. Le mieux, c'est d'avoir une application pour avoir une vision dessus. J'avais une application qui s'appelait Chronometer, comme ça je peux directement avoir le rapport quotidien. Ça permet de faire des ajustements peut-être avec certains compléments alimentaires aussi, donc pas avoir des compléments au hasard, mais vraiment ajuster en fait à la plupart de ces journées. Et comme ça, on est toujours sûr de minimiser l'impact du déficit, point de vue santé et point de vue énergie. Et ça fait beaucoup de différence. Un petit point avant de passer sur la prochaine partie aussi sur le côté cheat meal et plaisir dans l'alimentation. Il y a énormément de choses en fait à mettre en place et je pense que c'est une des plus grandes peurs des gens qui attaquent ce genre de projet, c'est de se dire waouh, mais moi j'adore bouffer, j'ai pas envie non plus de manger que des trucs fades, etc. Le truc, moi, qui a changé un peu ma vision de la sèche, c'est deux choses sur le plaisir. C'est faire des marinades pour le poulet et la viande. Prenez un morceau de poulet tout sec, vous mettez de la sauce soja avec des épices asiatiques et vous le faites mariner pendant 24 heures, vous avez l'impression que c'est un plat de luxe. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'utiliser de manière parcimonieuse tout ce qui est sirop et sauce zéro. Prenez un skyr nature, tout sec, vous mettez un sirop zéro goût chocolat, waouh, expérience totalement différente. Et après, pour les repas plus sociaux, les repas au restaurant, le tout, c'est juste de faire les bons choix. Vous avez un objectif d'atteindre un très bon niveau de sèche. Ok, bah au resto, vous allez juste prendre un steak et vous n'allez pas prendre les bouchées à la reine, peut-être. Ou alors, une fois par mois, vous allez prendre les bouchées à la reine ou à quelque chose de vraiment fat ou la pizza. Ok, bah la veille, diminue un petit peu les calories et le lendemain aussi, et puis c'est réglé. En fait, il faut juste arriver à prendre du recul pour le côté repas sociaux et plaisir dans l'alimentation. Maintenant, on va parler du côté entraînement. On a vu tout ce qui touchait à l'alimentation. Pour l'entraînement, le plus important, c'est surtout d'avoir les bonnes priorités. Ce que vous voulez continuer à faire, c'est à stimuler de façon suffisamment intense et précise chaque groupe musculaire pour chercher à progresser à la salle durant votre déficit. Donc, le plus important, c'est d'avoir des exécutions précises. Exécution précise, ça ne veut pas dire juste contrôler la descente. Ça veut dire, par exemple, où est-ce que je mets mes pieds sur la presse à cuisse. Est-ce que je les mets plus haut, plus bas pour cibler la partie que je veux cibler? Qu'est-ce que je fais avec mes coudes sur un tirage? Est-ce que je les emmène vers la hanche ou vers l'arrière pour cibler plutôt le grand dorsal ou les trapèzes? Ça, c'est des exécutions précises. Ensuite, il faut avoir un choix d'exercice adapté.
Peut-être qu'au bout d'un moment, quand vous allez avancer dans la sèche, le squat barre libre, le développé couché à la barre, ce sera plus des exos qui vous apportent suffisamment de bénéfices en termes de stimulus musculaire et qui sont très gourmands en termes d'énergie et en plus qui sont assez instables. Donc ça peut favoriser le risque de blessure. Choix des exos. Et la dernière chose, donc, ça va être l'intensité. Est-ce que je vais suffisamment loin dans mes séries? Est-ce que je donne une raison suffisante à mon corps de garder ma masse musculaire et de continuer à progresser dessus? Si vous faites le classique 4x10, 4x12, c'est fort probable qu'il y ait au moins la moitié ou les 3/4 de ces séries qui ne soient pas vraiment loin dans l'intensité. Parce que vous savez que vous avez des séries qui vont arriver après et que vous ne pouvez pas vous permettre de vous cramer sur une seule série. Mais souvent, le problème, c'est qu'on se retrouve à avoir beaucoup de séries, beaucoup de fatigue, pour finalement pas un stimulus très haut. Donc quelques règles générales que j'aime bien avoir sur la construction d'un programme, c'est de dire, ok, on va avoir entre 7 et 14-15 séries par groupe musculaire par semaine, dépendamment des points forts et des points faibles. On va viser une fourchette de répétitions généralement entre 6 et 12 répétitions. On va avoir entre 1 et 3 séries par exercice. J'irai même rester souvent autour des 2 séries par exercice et s'assurer par contre qu'on va s'entraîner entre 0 et 2 répétitions en réserve maximum. Si vous arrivez déjà à la fin de chaque exercice en pouvant vous dire ok, là je sais que c'est mes pecs qui m'ont limité sur l'exercice, je sais que je ne pourrais pas faire une seule rep de plus même si j'avais un flingue sur la tempe, voilà. Déjà on sait que l'exo est réussi. Troisième partie, on va voir maintenant tout ce qui est ajustement et post-sèche. Vous avez votre plan sur les calories, vous avez fait votre plan sur l'entraînement en respectant toutes les données dont on a parlé. Est-ce qu'on peut continuer à faire exactement la même chose tout au long du déficit et espérer avoir tout le temps des résultats en termes de perte de poids et d'amélioration du physique? Probablement pas. À un moment donné, il va y avoir des moments importants dans le déficit. Ça va dépendre principalement de l'ampleur de votre déficit et de la durée et de votre point de départ. Donc ça dépend de ces trois choses-là. Ça va être les phases de refeed, diet break, je vais expliquer un peu les termes, c'est très simple, c'est juste pour faire un peu l'anglais, et les phases de dévolume, même chose. Refeed et diet break. Il y a un moment donné dans votre phase de déficit où vous allez vous retrouver à avoir le poids qui peut stagner un petit peu, l'énergie qui diminue, peut-être un peu plus de food focus, donc vous allez commencer à liker beaucoup de recettes sur Insta, vous allez commencer à penser beaucoup aux choses que vous avez envie de déglinguer en termes de nourriture. C'est là où ça peut être intéressant de prévoir des refeeds. Refeed tout simplement une journée, 2 journées, où vous augmentez vos glucides de manière temporaire. Ça va permettre de remplir à nouveau vos réserves intramusculaires en termes de glucides, qui s'appelle le glycogène, et ça peut permettre de diminuer les symptômes dont on vient de parler. Quand vous avez un déficit qui va être assez poussé, vous avez besoin de perdre 15-20 kg, là ce sera souvent pas que des refeeds, mais peut-être même une semaine entière en fait de diet break. Diet break, c'est là où vous retournez à vos calories de maintenance, d'où l'idée aussi de commencer avec ces calories de maintenance, parce que comme ça vous savez exactement à quoi ça correspond. Là, vous allez peut-être vous mettre aux calories de maintenance pendant une semaine pour diminuer un petit peu ces symptômes-là de fatigue, de poids qui stagne, de food focus. Voilà, c'est des choses qui font vraiment du bien dans les phases de déficit et qui sont très importantes pour ne pas se retrouver à aller droit dans le mur. Pour tout ce qui est des volumes, alors ça aurait pu être des loads aussi, c'est un terme un peu plus populaire. L'idée c'est simplement de prendre une semaine, voire un petit peu moins, genre 3-4 jours, où vous diminuez soit l'intensité d'entraînement, ça c'est le principe du déload, moins d'intensité. Des volumes, vous diminuez le nombre de séries d'entraînement. J'aime bien cette méthode-là parce que si vous êtes un peu pété du casque comme moi et que vous n'allez pas vous entraîner sans mettre d'intensité, il vaut mieux juste avoir moins de séries. Comme ça fait une semaine où vous avez, c'est moins taxant pour le corps. Ça permet potentiellement de récupérer les petites tensions articulaires ou musculaires que vous pourriez avoir. Et ça permet de mieux repartir par la suite. Donc ça, c'est les ajustements, par exemple, que je vais mettre en place dans mon suivi. Toutes les semaines, ok, on va regarder le poids, l'énergie, les performances, comment évolue le poids du corps, comment évolue le physique, comment évolue le mental. Est-ce que toujours de bonne humeur et motivé, ou est-ce que ça commence à vraiment être compliqué et déprimant? Une fois qu'on a toutes ces informations-là, c'est là où on peut faire les bons choix. Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'on met une phase de dévolume? Est-ce qu'on met juste un jour de refeed? En fait, on peut après interpréter tous ces signaux pour être amené à faire les choix judicieux pour continuer d'aller chercher un physique plus sec tout en gardant un processus qui est suffisamment agréable. Voilà pour les ajustements. Ensuite, pour tout ce qui va être comment est-ce qu'on va pouvoir sortir correctement de la phase de sèche. Le mot à retenir, c'est crescendo. Si vous avez 1 heure de cardio par semaine par exemple, que vous avez 15 000 pas par jour et que vous êtes à 1900 calories à la toute fin de la sèche. Ok, quel est le plus pesant? Est-ce que c'est le cardio et les pas ou est-ce que c'est les calories? Souvent c'est les calories.
Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Garder le cardio, garder les pas et dire ok, je vais réaugmenter de 200 calories. Alors déjà, est-ce que je réaugmente n'importe comment? Non. La meilleure façon pour moi d'augmenter, c'est d'augmenter les calories là où on en a le plus besoin et ce qui va permettre le plus possible de diminuer l'impact du déficit sur le corps, donc de diminuer les potentielles adaptations du métabolisme qu'il y a eu sur les hormones, la gréline, la leptine qui gère la satiété et la faim, sur les hormones liées à la thyroïde, là pour le coup, qui ont un vrai lien avec le métabolisme, et en même temps sur les adaptations inconscientes du métabolisme, donc peut-être que vous étiez un peu plus léthargique à la fin de la sèche. Quel est le macronutriment qui va permettre de contrer le plus possible ces adaptations-là? Les glucides. Donc on va augmenter les glucides, et quand est-ce qu'on peut les mettre, à quel est le meilleur moment? En post-training. Ok, donc déjà on commence par là, on augmente les glucides post-training. On regarde comment évolue le physique et le poids. Si tout se passe bien, on continue comme ça. Au fur et à mesure, on va peut-être avoir un peu plus de laxité, mettre un peu plus les jours off, peut-être augmenter un peu les lipides pour laisser un peu plus de liberté au niveau des calories. Une fois qu'on se sent bien sur l'alimentation, ok, bah là on peut diminuer un peu le cardio et diminuer un peu les pas. Le tout et l'erreur à pas faire, donc que j'ai fait aussi, c'est de dire ok, fin de la sèche, hop, cardio, finito, pas juste ce qui se passe dans la journée. Et par contre, niveau des calories, je remonte et je me fais plaisir. Et ça peut créer vraiment des deltas de calories beaucoup trop hauts et faire en sorte que la masse grasse, elle arrive beaucoup trop vite. C'était donc les 3 phases de sèche pour passer 25% de body fat à un bon 10%. Tout ce que vous devez connaître à mettre en place est dans cette vidéo. Si vous avez besoin d'aide pour mettre ça en place et vous faire accompagner durant le processus, vous pouvez passer par le lien dans la description.